2 plus 2 égale 5. Tout le monde sait ça. 2 plus 2 égale 5. Depuis que vous êtes tout petit, on vous le répète. Vos parents savent que 2 plus 2 égale 5. Vos amis aussi connaissent ce calcul banal. C'est inscrit dans les livres, c'est inscrit dans la mémoire de chaque homme. 2 plus 2 égale 5. Pouvez-vous faire un rapide calcul pour moi? J'ai 2 gâteaux au chocolat et 2 gâteaux au citron. Combien ai-je de gâteaux? 4? Oui. Et combien font 2 plus 2? 5? Oui. Mes amis, je vous présente la double pensée d'Orwell. Il y a encore quelques jours, le nom d'Orwell était pour moi assez flou. Lorsque j'étais au collège, ma professeure de français m'a forcé à faire une pause dans mes lectures passionnées de Naruto et autres mangas pour me faire lire à moi et à ma classe La ferme des animaux. J'en garde un souvenir de peu d'intérêt. J'étais, je pense, trop jeune pour concevoir la portée de la pensée d'Orwell. Ce n'est qu'à 23 ans que, par hasard, en cherchant un livre de science-fiction à poser sur ma table de chevet, je suis tombé sur 1984. Lorsque j'ai tourné la dernière page du livre, ma tête ressemblait à ça. Je me suis alors précipité sur une adaptation cinématique et il m'a paru logique de regarder celle qui est parue en 1984. J'ai alors su qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Je me suis interdit de regarder toute critique ou analyse de la pensée orwellienne et du livre en lui-même pour ne pas dénaturer mon ressenti sur l'ouvrage comme sur le film. Je souhaite que cette vidéo soit l'analyse d'un jeune lecteur moyen du 21e siècle, pas un essai influencé par quelques érudits qui auraient décortiqué ce qui est mondialement reconnu comme un chef-d'œuvre. Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit après avoir vu le film ont été bien tenté. Tout au long du film, on sent une véritable volonté de ses créateurs de rester fidèles dans les moindres détails à l'œuvre d'Orwell. Ça en est presque mignon. J'ai vraiment eu le sentiment qu'ils étaient terrifiés à l'idée de dénaturer d'une façon ou d'une autre le monde qu'a imaginé l'auteur. Ils n'ont quasiment pris aucune liberté. La majorité des dialogues sont des exactes retranscriptions des mots d'Orwell, la chronologie est respectée, à l'exception de quelques éclipses pratiques. Ils ont même inclus les scènes qui n'ont pas d'importance capitale à l'intrigue, mais qui permettent de parfaitement plonger le spectateur dans l'atmosphère qu'a instauré Orwell dans son livre. Et même si l'intention est louable, cela peut être considéré comme une erreur. J'ai vraiment eu le sentiment que quelqu'un qui n'a pas lu le livre serait incapable de prendre pleinement conscience des messages véhiculés par 1984, et il y a sans doute quelques scènes et indices que le spectateur ne pourrait même pas comprendre. Sur ce, je vais arrêter là le parallèle entre le film et le livre. Je pense que pour comprendre la raison pour laquelle une adaptation cinématique, malgré tous ses efforts, ne peut égaler le livre, il suffit de comprendre qu'est-ce que ce livre a de si spécial. Et d'après moi, il y a 3 points qui font de 1984 un chef-d'œuvre qui se suffit à lui-même et qui est une fin en soi. Tout d'abord, il y a la façon dont chaque point, chaque détail de la dystopie d'Orwell est expliqué et démontré de façon à rendre tout son univers complètement plausible. On ne voit pas ça souvent dans les ouvrages mettant en scène ce genre de monde futuriste qui semble si loin de la réalité, si impossible. En général, on explique vaguement comment l'humanité en est arrivée là, et ensuite on se concentre sur les points qui ont un réel intérêt par rapport à l'avancée du récit. Dans 1984, toute la démarche d'Orwell consiste à démontrer que ce monde dans lequel petit à petit les hommes se privent de leur humanité est non seulement plausible, mais peut être une suite logique à notre société actuelle. En l'occurrence, la date de départ était 1949 puisque c'est à ce moment que le livre a été publié, mais il peut parfaitement s'appliquer à notre société du 21e siècle. Peut-être même plus parce que maintenant on sait que les moyens technologiques qu'Orwell imagine non seulement existent, mais sont même bien plus performants. Utilisés dans une démarche totalitaire, ils seraient redoutables. Ils sont déjà d'ailleurs un outil des classes supérieures bien plus qu'on peut le penser, mais bon, c'est un autre débat. Le second point qui fait de 1984 un chef-d'œuvre n'est autre que la nature du personnage principal, Winston. Ce quarantenaire assez banal en apparence reflète le lecteur. Mieux, il est le lecteur. Quand on lit 1984, on ne fait pas que s'identifier à lui, on est lui. On est l'esprit rebelle qu'incarne Winston Smith. Et on construit notre pensée exactement de la même façon que lui, au point que ça peut presque paraître terrifiant. Orwell entre dans notre cerveau. Au début, on s'insurge, on s'indigne avec Winston. On se dit, bien au chaud dans notre lit, qu'une telle société ne pourrait jamais exister. Et puis, petit à petit, on est obligé de se rendre à l'évidence. Tout argument qui pourrait nous venir à l'esprit afin de discréditer ce monde est et sera systématiquement paré par Orwell. Après nous avoir fait accepter malgré nous que cette société futuriste totalitaire est parfaitement possible d'un point de vue pratique, il se lance dans la partie la plus complexe et celle qui nous semble la plus insensée. Nous faire accepter qu'il est possible de détruire l'âme de chaque membre d'une population tout entière et de les transformer en des enveloppes vides, programmées et dénuées de libre arbitre. Et ce, orchestrés non pas par de vilains dictateurs ou de riches manipulateurs, non, par des hommes qui sont eux-mêmes des enveloppes vides, programmées et dénuées de libre arbitre.
Et c'est là que repose d'après moi toute la grandeur de ce livre. Au début, il nous paraît évident qu'il va nous être facile de trouver les failles, les faiblesses du parti et du concept de Big Brother. Et petit à petit, alors que Winston lutte pour la sauvegarde de son âme, alors qu'un duel intellectuel s'engage entre une idéologie incarnée par le personnage de O'Brien et les valeurs humaines qui nous paraissent si évidentes, incarnées par Winston, on comprend que quoi qu'il arrive, on va perdre. Au bout d'un moment, on ne peut que remettre en cause tout ce dont en quoi nous croyons. On est obligé d'accepter que l'humanité et tout ce que ce mot implique n'est plus une évidence. Elle n'est pas une entité invincible qui ressuscitera toujours et qui est capable de survivre au pire des civilisations. Du moins, elle ne peut pas survivre au parti. Et comme le parti est démontré comme une évolution plausible de notre société, ben ça fait peur. Ce roman en fait est un duel psychologique et philosophique entre le lecteur et l'écrivain. Ce qui m'amène au troisième point, l'amour. À un moment ou à un autre, Orwell doit nous assonner le coup de grâce, et il le fait de la manière la plus fracassante via l'amour. Ce roman est une histoire d'amour, un vrai amour, beau, qui sonne juste. Il n'y a pas de passion intense, ni de rebondissement palpitant, ce n'est qu'une belle et banale histoire d'amour entre un homme et une femme. Et qu'est-ce qui caractérise mieux l'humanité que l'amour? Ce sentiment mystique, inexplicable, qu'aucun cerveau humain ne peut appréhender. On ne met pas de mots sur l'amour, on ne maîtrise pas l'amour. Et c'est pour ça que le coup de grâce d'Orwell est si impitoyable. Winston le dit et le pense lui-même. Il est conscient que sa défaite résidera dans la capacité du parti à lui effacer l'amour qu'il ressent au plus profond de lui-même. La mort importe peu, se confesser, renier ses amis, perdre sa dignité, tout cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est de garder ses sentiments profonds intacts. Et si le parti parvient à formater ses émotions qui sont si ancrées en lui, si instinctives, si évidentes, alors il est réellement tout-puissant et survivra sans doute jusqu'à la fin des temps. Et tout ça, aucun film ne peut l'apporter avec une telle intensité, ni nous faire comprendre dans sa globalité l'enjeu qu'incarne l'esprit de Winston Smith. Orwell est un marionnettiste, et à la fin, il parvient presque à nous faire croire que 2 et 2 font 5. Voilà, je suis resté délibérément dans le flou de façon à ce que si vous n'avez pas lu 1984, vous puissiez pleinement le découvrir. Mais bon, j'imagine que j'étais le dernier pecno sur cette terre à ne pas avoir lu cette mise en garde futuriste qui est devenue une référence en matière de dystopie. Dans n'importe quelle œuvre qui invente une société futuriste totalitaire, vous verrez des traces d'Orwell, et ce même dans des œuvres pour ados telles que Hunger Games ou Divergente. Bref, si vous n'avez pas lu le livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant au film, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de vous immerger un peu dans la vision brillamment pessimiste d'Orwell, vous passerez un bon moment. Et si vous avez vu la première adaptation de 1984 sortie en 1956, je serais ravi de lire votre avis dans les commentaires. Personnellement, je n'ai pas la force de le voir pour le moment. Je crois que je vais plutôt aller regarder quelque chose d'un peu plus optimiste où le héros doit tuer des méchants et gagne toujours à la fin. All writers are vain, selfish, and lazy. And at the bottom of their motives there lies a mystery. And so you have no control over what you write. Writing a book is a horrible, exhausting struggle, like a long bout with some painful illness. One would never undertake such a thing if one were not driven by some demon one can neither resist nor fully comprehend.